Eh ben bonjour tout le monde, bonjour ceux que j'ai vus dans le chat, merci Selkis, ça fait plaisir de revenir vous voir. Donc aujourd'hui on est en physique, on est au lab, donc on va changer un peu la donne. On relance les meet-up, donc voilà, on teste un peu le format, voir un peu s'il y a du monde. Et si ça vous intéresse toujours de voir de la VR dans le professionnel sur cette web TV. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec l'équipe d'Actronica. Actronica, qui est une société qui fait des vestes haptiques et des moteurs haptiques. Et je crois que le gros de votre savoir est sur le moteur. C'est ça. Ok, ben voilà, on est tous en live. J'espère que vous nous entendez bien. Euh, je vous laisse vous présenter pour attaquer tout ça. Donc, Thomas, tu te lances? Ouais. Bah, du coup, moi je suis Thomas Béjot, product manager à Actronica. Je suis avec Rafal, qui est CTO de la société, qui est cofondateur. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Donc Actronica, c'est une société qui a été fondée il y a un peu plus de 5 ans maintenant, avec Rafal et Vincent Hayward, notre chef scientifique, chargé scientifique, qui est un éminent professeur de l'université de la Sorbonne et qui a été récemment admis à l'Académie des sciences pour ses travaux sur l'aptique. Et en fait, tous les deux ont décidé de commercialiser en fait justement les moteurs dont vous parliez, des moteurs vibrants qui ont cette caractéristique et une capacité de produire vraiment un signal très riche pour le toucher. Assez unique. Assez unique par rapport à ce qui existait à l'époque sur le marché. Mm. Et depuis la création de l'entreprise, donc c'est ça, on mène des activités de commercialisation de cet actionneur, et ainsi que de développement et de recherche autour de l'aptique, donc développement de solutions électroniques et logicielles. À la base, la société se place comme fournisseur de technologies haptiques. Nos activités sont principalement d'intégrer, de développer la technologie, de l'intégrer auprès de nos clients pour leurs futurs produits. Et en fait, dans le développement de l'entreprise, on a commencé en fait à s'intéresser au sujet de la VR il y a un peu plus de 4 ans avec un premier contrat où en fait, ce qui nous a amené à créer le premier prototype de la veste haptique qui est aujourd'hui Skinetic. Et en fait, depuis cette date-là, on a itéré et il y a maintenant bientôt 2 ans, on a gagné un challenge d'innovation auprès de la BPI qui nous a permis de lancer en fait la productisation. Ok. Et aujourd'hui, on est là, dans 2 semaines, à lancer notre campagne de Kickstarter sur le projet Skinetic pour nous financer la partie d'Indus, en fait, et lancer la productisation, le lancement du produit officiellement. Donc directement là on parle donc ça fait 4 ans du coup que vous êtes que vous bossez sur la techno. Mm. Il y a 2 ans vous avez été financé pour pousser le sujet encore plus loin que ce que vous pouviez faire depuis les 2 premières années. Et là ça y est, on passe en phase de commercialisation, donc sur le système de veste, je suppose. Donc campagne de Kickstarter dans 2 semaines. Ok. Et première petite question, où est-ce faudra nous communiquer le Kickstarter, qu'on puisse le faire passer dans la communauté. Voilà, et puis voir comment on arrive à vous accompagner là-dessus. Ok. Donc le 22 mars. Le 22 mars. Et donc en pratique, parce que Thomas, nous c'est pas la première fois qu'on se voit, on avait déjà discuté ensemble à Laval. C'est ça. Je suis ravi en tout cas qu'on puisse échanger un peu plus puis voir un peu ce qui a bougé depuis la dernière fois. Donc on avait pas mal insisté la dernière fois sur les petits moteurs que vous aviez développés et qui pouvaient s'intégrer un peu partout, parce que je trouve que c'est aussi ça l'une des forces de votre techno, c'est de l'aptique, mais c'est pas seulement une veste comme peuvent le faire certains de vos concurrents. C'est surtout ce côté moteur et intégration que vous allez pouvoir faire partout. Il y avait le gobelet qui est une très belle démo, si vous avez l'occasion parmi ceux qui nous regardent d'aller, vous êtes à Virtuality? Oui, on sera Virtuality, Laval Virtual cette année, et GDC pour ceux qui sont à San Francisco. J'ai assez peu de communauté à San Francisco, mais pour Laval et Virtuality peut-être. En tout cas, si vous y allez, passez sur leur stand, parce qu'ils ont un petit gobelet ils arrivent à vous simuler des trucs qui tombent dedans, de l'eau qui se vide. C'est assez impressionnant. Et ça vous montre en fait toute l'étendue de la techno. Parce que après, on va rentrer un peu dans le dur de à quoi sert l'aptique en réalité virtuelle, puis de quoi on parle dans le fond. Mais voilà, il y a donc ces petits moteurs-là que vous intégrez aussi avec des partenaires que vous avez, typiquement Light and Shadows, si je ne dis pas de bêtises, voilà, et qui vous travaillez, qui sont aussi un gros acteur quand même de la réalité virtuelle française, ce qui est assez impressionnant. Et donc maintenant, cette veste, quelle est
qu'est-ce qui va différencier votre veste typiquement d'une Biaptix? Donc, avant, juste parce que c'est intéressant comment tu amènes le sujet, parce que tu parles d'actionnaire. Donc, c'est tout à fait vrai que l'actionnaire est issu de travail et de recherche, que c'est un techno breveté qu'on exploite avec beaucoup de succès. En tout cas, nous on trouve qu'il y a un gros potentiel derrière. Par contre, c'est pas tout. Et c'est ça important de savoir pour l'haptique, que l'actionnaire, ça fait juste une partie de qualité de rendu haptique. Parce qu'on peut avoir des actionnaires de meilleure qualité, mais dès qu'on n'a pas un vrai savoir et logiciel adapté à bien contrôler ces actionnaires, on va pas arriver à faire tout ce qu'on peut faire vraiment avec. Okay. C'est pour ça il faut Actronica, c'est tout à fait l'actionnaire. Notre histoire a été commencée avec l'actionnaire. Par contre, on a vite fait réaliser qu'on ne peut pas juste fournir les actionnaires à nos acteurs en disant voilà, vous avez la meilleure techno disponible, débrouillez-vous. Donc, on a se focalisé beaucoup sur la partie logicielle, sur la partie contrôle et donner accès à des assets à nos utilisateurs futurs et potentiels pour vraiment exploiter tous les potentiels derrière. C'est ça le plus important. C'est pour ça la différenciation de notre système est centrée sur l'actionnaire. Donc, à répondre à ta question, au niveau de hardware à intégrer, c'est tout à fait différenciant l'actionnaire. On a un techno qui était pas utilisé jusqu'à maintenant comme ça pour la réalité virtuelle. Par contre, toute une différenciation, il faut aussi penser logiciel, assets et façon on traite haptique dans l'intégration VR. D'accord. Et donc, donc il y a cette brique hardware et il y a une brique software. La brique software, elle va permettre de... Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Aujourd'hui, donc, on a une solution logicielle qui s'appelle Unitouch, qui a différents composants. C'est d'une part un moteur de rendu haptique qui va permettre de faire la synthèse des signaux haptiques en temps réel et à la volée. Après, donc aujourd'hui, à la base c'est une librairie C++, et en fait on en propose un plugin pour Unity. Et l'idée, c'est en fait, vous allez avoir une interaction qui peut être variée, ça va être issu de l'imagination du créateur derrière. Mais ça peut être, par exemple, nous on a fait une démo technique où il y a une zone de vent qui va venir vous balayer là où il y a l'utilisateur. Et en fait, dynamiquement, on va pouvoir moduler le rendu en termes d'intensité, de densité. Après, ça va être comment on va créer l'effet, à proprement parler. Et derrière, on va aussi jouer sur la composante spatialisation, parce qu'en fait, sur la veste, donc, on a un réseau d'actionneurs qu'on peut venir piloter indépendamment. En fait. Okay. Et de ce fait, on peut travailler sur une notion de spatialisation qui va couvrir deux aspects. C'est d'ailleurs, on peut facilement localiser un effet sur la veste, et on peut aussi aller plus loin et animer cette localisation en venant créer des mouvements continus. D'accord. Donc, du coup, on rajoute vraiment cette composante-là. Et après, d'un point de vue plus pragmatique, pour qualifier la différenciation entre Biaptic et nous, il faut voir l'évolution de la technologie en analogie avec un écran. Quand Biaptic, c'est des pixels qui peuvent reproduire des nuances de gris, nous, on apporte de la couleur et une vraie richesse. Nous, ce qu'on veut promouvoir aujourd'hui, c'est une notion de texture, vraiment en termes de... On peut reproduire différentes qualités tactiles différenciables. Ok. Oui, parce que en fait, là, moi, ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a quand même, dans la conception d'une expérience de réalité virtuelle où on utiliserait votre matériel d'une manière ou d'une autre, il va y avoir toute une phase de programmation haptique qui n'existe pas sur des matériels qui pourraient déjà exister sur le marché, type Biaptix ou d'autres. Et donc, on va avoir ce pilotage qui va être beaucoup plus fin derrière que quelque chose qui, parce que par exemple, je suis pas expert de haptique, mais il me semble que côté Woodger, par exemple, qui fait aussi un système de veste, eux, ils utilisent le son. Et on branche le son, donc on n'a aucun pilotage fin, on a plutôt un impact de la bande sonore, et donc ça va créer une illusion, mais vous allez en fait créer carrément une expérience d'haptique. C'est ça. On part du principe, on a émis l'hypothèse que le signal haptique, en fait,
même si il a une corrélation, un lien avec d'autres sens tels que le son, il n'est pas directement issu du son, en fait. Il peut être indépendant. Et c'est pour ça que nous, on considère les deux perceptions de façon indépendante. Et en fait, on va venir, en créant l'expérience, ça va être une création, une harmonisation, en fait, du visuel, du son et de l'haptique, pour venir enrichir l'immersion et venir transmettre une émotion, en fait, derrière. Tout à fait. Et en plus, c'est pas que notre hypothèse. Aujourd'hui, le marché, il est en train de standardiser cette manière de voir des choses. C'est-à-dire qu'on va complètement décorréler la partie haptique de la partie audio. Ça va être deux canaux séparés, notamment pour avoir plus de contrôle sur cette médium en soi. Oui, et du coup, que ce soit soit pour le son, soit pour la partie haptique, en fait, parce que du coup, on a les deux qui vont se séparer l'un de l'autre, et on va pouvoir concevoir une expérience beaucoup plus complète de ce que vous êtes en train de me dire. Très bien, super intéressant. Moi, je suis assez d'accord, parce que par exemple, j'ai pu tester d'autres produits haptiques, puis j'ai testé les vôtres. Moi, je préfère ce que vous faites vous. Je trouve ça beaucoup plus fin, je trouve ça beaucoup plus précis. Je trouve que le rendu en immersion est beaucoup plus intéressant. Voilà, si on passe vous voir sur Virtuality là, qui est du coup la semaine prochaine, vous emmenez la veste et vous allez faire la démonstration avec le drone qui tourne autour. Oui, ça va être la démo technique qu'on a aujourd'hui, qui était légèrement mise à jour. Ah, bah je repasserai alors. Non, mais parce qu'en fait, cette démo technique, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que elle permet vraiment de voir la finesse de la veste. C'est-à-dire que on va avoir du vent, on va avoir de la pluie. Moi, la pluie m'a assez impressionné, notamment quand on vient rouler comme ça le dos pour la sentir passer plus fort dans le dos ou pas. Bon, forcément, on fait un peu de jeu, donc il y a des impacts de balles. Voilà, mais en tout cas, ce qui est assez impressionnant sur cette veste-là, c'est qu'on a un impact qui est très localisé, et que les gouttes de pluie, par exemple, quand on les sent, on sent vraiment chacune des gouttes qui tombent et qui a un impact. Et donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser derrière, c'est pourquoi faire? Qu'est-ce que l'haptique va apporter sur une simulation de réalité virtuelle? Et je vais vous poser la question dans deux cas. Dans le cas du gaming et dans le cas du professionnel. Et après, à vous de me dire quel est votre type privilégié entre les deux. Je m'en occupe. Ouais. Comment dire ça? Nous, ce qu'on cherche à pousser, c'est surtout un besoin d'immersion, parce que le sens du toucher, c'est un sens au quotidien dans notre environnement qu'on utilise pour comprendre en fait ce qui nous entoure. Et en fait, aujourd'hui, les systèmes de VR, c'est ce qu'on comprend parfaitement dans leur développement, on concentrait ça sur le son et le visuel, parce que c'est les composantes principales d'un tel système. Et beaucoup plus simple à modéliser d'ailleurs. Simple à gérer. Et encore, le système de lentilles pour les casques VR, c'est pas si trivial. Mais en fait, on voit assez rapidement, avec les contrôleurs, il y a eu une intégration de l'haptique. Après, ça reste des moteurs, je dirais, un peu plus basse fidélité par rapport à ce qu'on a nous. Mais ça donne ce premier, en fait, on utilise le toucher aussi comme pour transmettre une information, pour transmettre une donnée. Ça va être de la notification de il s'est passé quelque chose dans une expérience ou alors à un point où on peut donner un aspect peut-être artistique aussi à l'haptique derrière. C'est vraiment, on ajoute une nouvelle composante qui va vraiment enrichir pour le gaming. Ça va être pour le cas simple, j'irai dans un FPS. Vous aurez dans les contrôleurs, vous ressentirez les différents tirs de l'arme, par exemple, et en fait sur la veste, vous pourrez, ou sur d'autres accessoires futurs, on ne sait pas encore, vous pourrez ressentir les impacts. Et au-delà du fait de ressentir l'impact, derrière il y a l'information de la localisation. Vous pourrez savoir d'où est-ce que vous êtes touché pour pouvoir vous orienter facilement. Donc ça a des intérêts comme ça, mais ça peut être aussi vraiment juste pour de l'immersion, où en fait on est sur un jeu peut-être plus chill, plus exploratoire, et en fait on va avoir des effets d'environnement comme la pluie ou des choses comme ça qui vont venir en fait accompagner l'utilisateur et raconter une histoire. En fait, c'est vraiment, on ajoute cette dimension sensorielle qui est au quotidien par l'humain très utilisée, et on vient la compléter dans ces expériences virtuelles pour donner de l'authenticité à l'expérience.
Donc, il y a cette balance entre immersion, du réalisme. Par l'aptique, on peut aussi parler du réalisme, surtout avec la technologie que nous on exploite. Il y a quelque chose qui est très, très tangible dans une interaction avec un objet. Par contre, tout ça, c'est vraiment en fonction d'expérience. Donc, je pense gaming, on va plutôt se diriger après, ça dépend d'expérience, ça peut être le 2. Parler de training, de expériences professionnelles, on va aussi, il faut vraiment décider en fonction d'expérience, c'est quoi notre objectif principal. Et en profitant, parce que nous, autant à Actronica, on participe avec des autres acteurs du marché, notamment de définir pour les gens qui aujourd'hui sont en train de découvrir la manière d'intégrer Aptiv. On participe dans une rédaction de guidelines pour les gens comme ça. Et bientôt, ces guidelines vont être disponibles pour les gens qui s'intéressent au sujet, notamment pour établir un workflow, un nouveau workflow de design en prenant en compte l'aptique. Donc, je peux te donner, en fait, pour les gens sur le Twitch, plus de détails et pour la communauté en tout cas. Bah oui, avec plaisir. Donc c'est un document qui va être du coup produit par différents acteurs de la communauté. Tout à fait. Et donc qui va être derrière en open source pour tout le monde. Ce sera pas en open source. Par contre, ça sera disponible sur Kindle on parle de une vingtaine d'euros pour assurer la qualité du contenu, absolument. Contenu, ouais. Ok, bah ouais, il faut absolument pas hésiter à nous le transmettre. On le mettra pour ceux que ça intéresse, en tout cas sur la partie. Donc c'est des règles de design pour les expériences VR en intégrant de manière efficace et efficiente l'aptique. Tout à fait. Super. De façon très agnostique, ça court les différentes composantes de l'aptique, qui sont la vibration, le retour de force. Ça ne couvre pas le thermique parce que c'est encore avant-gardiste en technologie aujourd'hui. En tout cas, ça couvre les deux aspects, retour de force et vibrotactile, et propose des solutions qui sont aujourd'hui existantes sur le marché. Alors, on avait une question un petit peu là dans le chat. Quand on parlait de texture et de couleur, quelles sont les fréquences que vous allez utiliser pour l'aptique? Et est-ce que c'est possible de travailler sur l'adhérence ou la viscosité des éléments qui nous entourent? Alors, sur la bande de fréquence, aujourd'hui, le système, notre cerveau peut ressentir en moyenne entre 10 Hz et 500 Hz. Les plus, ça peut monter jusqu'à 1000 Hz, mais ça va dépendre d'une personne à une autre. Donc, c'est à peu près ça, la bande utile pour l'aptique. Il y a une superposition avec le son de set. Et il y a une notion, en fait, sur laquelle on travaille beaucoup, on fait beaucoup de recherches aujourd'hui à Actronica, c'est une notion de multimodalité. C'est en fait comment les différents sens influent l'un sur l'autre, en fait. Parce qu'on le voit, on peut pas. Par exemple, l'expérience ne sera pas la même quand on mange un repas à l'aveugle. Parce qu'en fait, ne voyant pas le repas, on ne sait pas ce qu'on mange. Et en fait, le cerveau va transformer l'information différemment, on va dire. Ça va du cas le plus simple aussi, par exemple, si l'audio est désynchronisé avec une image, une vidéo, ça va créer une gêne. En fait, il y a c'est toute une gestion de la synergie entre le visuel, l'audio et l'aptique à gérer pour créer une illusion qui est très importante aujourd'hui pour recréer cette qualité. D'accord. Après, sur des aspects plus techniques, en termes de changement de viscosité et d'adhérence des éléments, par la vibration, je ne me prononcerai pas trop parce que je pense que c'est très complexe. C'est des choses qui sont dans le milieu haptique, c'est un sujet en soi. Donc aujourd'hui, ces sujets sont traités par des actionnaires piézo-céramiques avec souvent pour l'application sur un écran. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler sur les fréquences beaucoup plus hautes et on va moduler la friction en dessous de nos doigts. Donc c'est une technologie complètement différente.
il y a déjà de choses qui marchent sur des écrans. Par contre, pour la réalité virtuelle, avec des applications pour le doigt, je pense que on est loin d'avoir quelque chose de prêt pour le marché, en tout cas. Ouais. Tout à fait. Nous, on utilise une technologie c'est le voice coil moteur, donc c'est des haut-parleurs pour les doigts. Donc on est sur cette bande haptique, bande fréquence haptique, donc comme Thomas il a dit, quelques hertz jusqu'à quelques centaines de hertz en fonction de la personne et de sensibilité. Donc c'est ça vraiment la bande de fréquence qui nous intéresse et que nous on exploite. Et pour compléter, le démo qui t'a cité, démo gobelet, on fait souvent fait essayer les gens sans regarder le gobelet, l'écran, et on a aussi cette biais. Une fois on voit l'écran, ça marche son écran. Mais si on commence par cette démo et sans te montrer l'écran, il y a quand même une petite manque d'informations. Donc c'est pour ça on va dans nos expériences, on va exploiter quand même cet aspect multimodal. Parce qu'en fait, l'aspect multimodal va donner du contexte à la vibration, en fait. Parce que la vibration toute seule, c'est un rendu, elle aura une qualité qu'on peut définir, qu'on cherche nous à qualifier aujourd'hui Electronica. Mais elle pourrait être apposée à différents contextes en fonction du visuel et du son qui seront synchronisés, en fait. Tout à fait. Par contre, si l'information n'est pas là, et c'est ça qui est... c'est le cas pour toutes les autres technologies comme IRM, comme l'information n'est pas là, physiquement dans l'information transmise, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'une fois, nous, on a notre signal riche, couplé avec visuel et audio, ça va créer l'expérience. Si la vibration est pourrie et très, très redondant au niveau d'information, couplé avec quelque chose, ça va pas créer la même sensation. En fait. D'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on est en train de se dire, c'est que du coup, la vibration est contextuelle. En fonction de ce qu'on a, la même vibration va pas nous donner le même rendu, en fait, la même impression. Et surtout que, au-delà de ça, même si on a une qualité de vibration qui est un peu moins bonne, on va quand même réussir à combler le vide dans le cerveau, c'est ça? C'est plutôt l'inverse. Si l'information vibration est pas si riche, on va pas arriver à créer une bonne expérience. D'accord. Par contre, nous, c'est le contraire même. Voilà, donc nous, on est capable, avec nos actionnaires et notre techno, assurer la qualité de la vibration. Et après, la bonne manière de coupler ça avec une visuelle, ça va créer une bonne expérience. Si l'information est pas suffisamment riche, on va pas arriver de créer le même niveau d'expérience. C'est ça. Après, on se retrouve avec ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur un contrôleur standard qui se met à vibrer quand je touche quelque chose. Ok, ça me donne l'information de j'ai touché ma table, mais ça n'amène pas une. C'est une information binaire où on sait qu'il y a quelque chose ou non, mais on peut pas qualifier cette chose-là. En fait. Parce que si on revient sur la techno utilisée, ils vont utiliser aussi cette analogie de noir-blanc et vision en couleur, c'est que ces actionnaires utilisent une seule fréquence. Nous, on utilise toute une bande de fréquences, et c'est ça qui donne la richesse de rendu. Ok. Je suis désolé, je regardais ce que nous disait le chat. Alors, on a une question. Est-ce que, typiquement, si on crée un mesh, un objet 3D qui est déformable, je penser à une balle en mousse, est-ce que vous êtes capable avec vos actionneurs de plus je vais la serrer, plus la vibration va être importante ou à l'inverse, hein, parce que je sais, là je parle d'un gant, mais si on vous la jette sur le corps et qu'on vous l'appuie, est-ce que du coup on peut avoir une vibration qui est de plus en plus forte, plus la matière se comprime entre guillemets en face? C'est tout l'intérêt en fait de notre technologie, de notre solution logicielle, c'est de dire que en fait aujourd'hui il y a une considération de l'effet haptique, ça peut être considéré comme un sample, un fichier qu'on va jouer à l'instant donné, ou ça peut être considéré comme un algorithme. Nous, on couvre les deux.
justement, couvre les deux. Et on cherche surtout à proposer une solution d'algorithmique, de procédural, en fait, pour créer l'effet, pour justement venir dynamiser le rendu de la vibration en fonction que ça soit une balle qui se comprime. Après, derrière, ça va être à la liberté de l'utilisateur, du créateur, de venir redesigner cette chose-là. Ouais. Et c'est possible, oui, d'avoir ce rendu dynamique. Et question, pourquoi pourquoi s'être focalisé sur la production d'une veste aujourd'hui et pas d'un gant, par exemple? Alors, nous, déjà, le fait de faire la veste, ça a été une volonté pour Actronica d'avoir une vitrine pour notre technologie, d'une part. Et après, pourquoi une veste par rapport à un gant? Il y a cette notion, en fait, comment dire, d'haptique passive, je dirais. Là, par exemple, tu portes un t-shirt, tu le ressens naturellement. Et en fait, le fait sur des gants, les mains ont beaucoup de neurorécepteurs pour l'haptique. Et en fait, le fait d'avoir ces gants, ça va venir brouiller le signal. Ça précontraint, en fait, je dirais, le sens du toucher. Et de ce fait, pour venir stimuler de façon fidèle le toucher, il va falloir monter les amplitudes, des choses comme ça. Et de ce fait, on va perdre en dynamique, je dirais, sur la création. Et étant donné qu'il y avait quand même pas mal d'acteurs déjà sur ce marché-là. C'est aussi ça. Hein. C'était le marché qui déjà était à l'époque et aujourd'hui de plus en plus rempli. Nous, on avait envie de montrer quelque chose, remplir un peu de vide plutôt que se mettre avec beaucoup déjà acteurs qui est pour nous aujourd'hui, on a considéré comme plus simple à mener notre techno. En plus, on a mis un accent sur la spatialisation d'effets, de dynamisme. Aujourd'hui, sous les gants, vous allez trouver soit des moteurs ARM ou LRA avec une seule fréquence, donc des petits moteurs qui sont en dessous de vos doigts, donc il y en a 5. Nos moteurs sont un peu plus larges parce qu'il y a des raisons au niveau de techno utilisé. Donc c'était pas hyper faisable d'en mettre partout sous la main. Donc on a réfléchi sur un qui pour nous c'était pas hyper intéressant non plus au niveau haptique d'en mettre que un. Donc par contre aujourd'hui, une fois la technologie trouve sa place avec la veste, je pense qu'on peut tout à fait faire un peu de lobbying autour de cette technologie pour les manettes, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Et notre technologie, dans les faits, est assez agnostique pour être intégrée dans n'importe quel objet, des manettes, des gants et tous les autres accessoires pour la réalité virtuelle par la suite. Donc c'était un choix stratégique, volonté de démontrer la vraie capacité de la techno dans un on peut dire, niche de marché pour la réalité virtuelle. Et du coup, ça c'est une des questions qu'on a eues aussi là dans le chat. En termes de compatibilité avec des logiciels existants, et puis ça revient à la question de quelle est votre cible aujourd'hui avec Actronica. Qu'est-ce que vous avez en logiciel compatible et quel est votre cible privilégiée? Est-ce que c'est du B2B ou est-ce que c'est du B2C? Initialement, ça a été pensé sur un premier développement B2B avec une vision de pousser la veste auprès des salles d'arcade, des LBE, donc, avec une orientation gaming. Après, nous, on reste toujours ouvert sur tout type d'application. Après, il est vrai qu'avec le Covid, les LBE ont pris un coup, on va pas se mentir. Ils ont pris un coup, ouais. Ils ont pris un petit coup. Et du coup, nous, on a dû réviser la stratégie. Et c'est pour ça qu'on cherche à orienter plus sur un produit consommateur. C'est qui a toujours été de toute façon la vision finale par rapport à ce projet-là. C'est-à-dire de dire en fait d'abord on va s'adresser à un public professionnel pour développer du contenu, pour que ça soit justifié avec l'utilisateur final, au consommateur. Donc on a un peu accéléré ce process, on mène toujours des actions justement pour intégrer nos solutions, rendre la veste compatible. Si d'ailleurs vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter.
contacter. Ok. Ça... et après, voilà, là, en ce moment, en fait, vous êtes vous avez aussi toute une phase de chasse au studio, de production, voir comment est-ce qu'ils arrivent à faire le bout de développement supplémentaire. D'ailleurs, tiens, petite question. Ça prend combien de temps pour un studio, par exemple, là, qui a aujourd'hui sorti un jeu, s'ils veulent intégrer votre solution et pouvoir proposer, du coup, la veste en option sur le jeu, qu'est-ce que ça leur demande en termes de temps et de ressources de développement? Non, c'est une bonne question. Nous, c'est aussi l'idée de réduire au maximum ce temps. Parce que justement, ça ajoute une nouvelle dimension. C'est pour ça qu'on propose d'une part le moteur de rendu, mais aussi une collection en fait, de contenu permettant de faciliter ça. Étant donné qu'on n'a pas forcément des compétences chacun, je sais pas, un designer par exemple, donc je ne vais pas forcément être à l'aise à faire ça, mais venir explorer du contenu pour déjà voir ce que je peux faire. Accélérer ça aide. Ça va dépendre, ça va au cas par cas. Sur une interaction très simple, ça peut prendre une demi-journée. Sur des trucs plus complexes, longs, riches, ça peut prendre 1-2 jours. En tout cas, ça dépend de combien de use cases, combien de triggers dans le jeu on considère à aptiser. Et après, oui, comme Thomas l'a dit, il faut compter une petite demi-journée par trigger en fonction de la complexité. Donc, on peut dire sur un jeu où on a une dizaine de triggers, quelques guns. En tout cas, je pense en 1 semaine, 2 semaines de travail, ça peut être fait de notre côté. On a tout l'état des outils et on travaille. Donc, Thomas, il a parlé de la librairie. Donc, on a assemblé beaucoup des assets que nous, on a déjà développés pour nous. Par la suite, on est en train de créer un studio de design pour ces gens-là qui va donner accès à beaucoup plus d'outils pour accélérer ça et après transmettre cette savoir-faire à travers cet outil vers le studio, vers les gens qui vont développer pour qu'ils pensent de début. Parce que retrofit, c'est toujours plus compliqué que penser de début. Donc ça c'est l'objectif ultime de faire ça, de penser d'aptique, de la conception de début. Donc en fait, si je comprends bien, ce que vous allez appeler un trigger, si je me rebase par rapport à la démo technique que j'avais pu faire, c'est à chaque fois une action. C'est le vent, c'est la pluie, c'est un trigger, c'est le fait de se faire tirer dessus, c'est un trigger. Chaque balle va en fait déclencher l'effet, va trigger l'effet. Oui, c'est ça. Mais du coup, il n'y a pas à câbler toutes les balles. C'est l'action, je me fais tirer dessus. Non. Ça va prendre une demi-journée à créer. Et après, j'ai une demi-journée pour le vent, une demi-journée pour la pluie. In fine, cette action, je me fais tirer dessus. On utilise 50 fois. Mais elle va être faite pour le jeu surtout. Oui. De cette, elle est faite. Et en fait, nous la tâche qu'on va faire, c'est quand j'ajoute, quand je sais que moi, en tant que joueur, j'ai été touché, je vais appeler la fonction qui me permet de déclencher l'effet. Et en fait, l'exploration, elle va être sur qu'est-ce que je vais déclencher comme effet. Oui, et en fait, on se retrouve vraiment avec... parce qu'on pourrait se dire, un trigger, une demi-journée de travail pour un trigger, c'est quelque chose de long. Et en fait, pas tant que ça, parce que des triggers dans l'application, on va pas en avoir des milliers, des cents. Et en fait, avec 4-5, déjà, on va réussir à avoir une expérience très enrichie. Une dizaine, ça commence déjà à faire beaucoup, en fait. Et c'est ça, en fait, comme tu réfléchis, aujourd'hui, on a notre problématique, ça sera sous les rétrofits, c'est qu'il n'y a pas de trigger pertinent pour l'aptique. Pas tout, en tout cas. Et donc, et si on a vraiment pensé à l'aptique de début, on va concevoir ces triggers de la même manière que tous les autres features du jeu. Et on va avoir suffisamment. Donc, comme tu as dit, je pense que tu as tout à fait raison. Quelques-uns ou une dizaine, c'est déjà très riche au niveau haptique. Par contre, il y a des jeux on va pas, ils sont pas là. Là, récemment, on a fait un mode pour la veste pour Half-Life Alyx, pour la rendre compatible et justement mettre en avant un peu d'aptique HD. Il y a une 50aine d'effets pour tout le jeu. En fait, c'est des effets parce que c'est tel ou tel monstre qui nous attaquait en fait. Et derrière, pour chaque type d'attaque, on va pouvoir justement
créer l'effet qui va nous permettre de différencier. On sait que c'est ça. Oui, ça. Et puis là, on parle d'un triple A avec Ouais. beaucoup de personnages, beaucoup d'interactions. C'est ça. Il est long, il y a une trentaine d'heures de jeu dessus. Donc, ok. Ouais, non, je vois bien de quoi on parle. J'ai une question. Alors, on me dit, ça peut paraître con comme question, mais est-ce que la force de vibration dépend du type d'interaction? Genre, est-ce que le ressenti entre une balle et la pluie est le même, ou est-ce que du coup, on va moduler l'interaction? Mais ça va être à la volonté du designer. C'est un paramètre du design. Ça, on vous donne cette possibilité de décider c'est quoi l'amplitude de la vibration pour l'effet donné. En plus, ça peut dépendre aussi du contexte. C'est-à-dire que si la pluie est plus intense, ça va être la vibration va être plus forte. C'est un paramètre qui est à nouveau, qui n'est pas le cas forcément pour la technologie utilisée jusqu'à maintenant. Parce que ça, il y a des paramètres physiques de moteurs qui vibrent qui ne sont pas indépendants. Et pour notre techno, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que vous avez tout à fait la contrôle sur le contenu des signaux, donc quelle fréquence et aussi l'amplitude de ces signaux. Oui, et ouais. Donc on a vraiment quand même un travail qui est fait dessus, qui est fin en termes de retour, quoi. On n'est pas, c'est pas la même vibration et c'est juste elle est contextualisée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la fréquence de 1 à 100. En fait, si on a une fréquence de 2 pour la pluie et une fréquence de 95 pour l'impact, on va plutôt avoir la même chose. Déjà, les anciennes technologies déjà n'ont pas la capacité de faire un signal impulsionnel, vraiment un impact. Déjà, elles n'ont pas ça. Et nous, on peut en fait aussi piloter la largeur de cet impact. Ça peut être un truc qui va être très cliquant ou ça peut être un truc un peu plus rond. Et derrière, en fait, tous ces paramètres ils sont accessibles à vous, à l'utilisateur du logiciel. Et en fait, c'est lui qui va pouvoir customiser, paramétrer pour la vision qu'il a de l'utilisation de l'aptique dans sa scène. D'accord. Alors bien sûr, ça peut mener à des choses absurdes, hein. Ça peut être aussi la volonté, hein, mais c'est ouvert. On ne peut pas contraindre l'espace de design à ce niveau-là. Oui, ben non, mais après ça n'a pas, enfin c'est pas l'idée d'être dans la contrainte. De toute façon, en fait, ce qui va être très intéressant, je trouve, c'est que on va pouvoir se retrouver quand même avec très vite une banque partagée en plus en fonction des interactions, donc à avoir quelque chose qui va s'intégrer un peu à la manière d'un asset Unity en fait à la fin, donc, qui va permettre de développer assez vite. Donc là, tu disais que vous avez fait un mode du coup sur Half-Life Alyx. Est-ce que vous avez d'autres modes en préparation pour le Kickstarter ou d'autres pour le Kickstarter aujourd'hui, non. On a le mode Half-Life Alyx. On a développé un mode de rétrocompatibilité qui donne un peu un aspect rétro, qui rend des jeux déjà compatibles avec des vestes avec le nôtre. Okay. Mais ça reste, c'est pas de l'aptique de haute définition, je dirais, parce que justement l'information initiale elle est contrainte. Quand on a juste une variation d'amplitude, moi je veux pas non plus, on peut pas forcément créer de la donnée de partout, mais ça sera compatible, ça fonctionnera. Et en fait aujourd'hui nous l'effort qu'on mène sérieusement, c'est justement toute cette recherche de studio de création de contenu natif. Ouais, pour créer directement en fait des contenus compatibles. Mais en fait là aujourd'hui, vous allez notamment avec le mode de rétrocompatibilité pouvoir proposer avec le Kickstarter quand même une bibliothèque de contenu qui est compatible pour les gens qui vous soutiendraient. Bien sûr. Il y a... Je sais pas le nombre exact, mais ouais. Après aujourd'hui, nous, l'aspect mode, on s'était plus montré l'exemple aussi, c'est pour aussi fournir des outils à la communauté de modeurs qui seront intéressés. Nous, on est plus de l'avis de aussi développer notre solution logicielle, notre produit qui est Unitouch. Donc, on est plus intéressé par les intégrations directement dans les moteurs de jeu parce qu'en fait, on a ce contrôle fin qui nous permet une dynamisation de l'interaction riche. Quand l'aspect mode, en fonction d'un jeu à un autre, des données accessibles ne sont pas forcément les mêmes. On doit souvent se retrouver à interpoler des choses, interpréter des choses. Non, le Graal, c'est l'intégration dans Unity, en fait, directement, et Unreal. Aujourd'hui, on a Unity, le plugin est déjà disponible. Ok, cool. Il y a bientôt une nouvelle version qui sort bientôt, mais une autre en préparation. Et là, on commence le développement du plugin Unreal, qui normalement sera disponible, les premières versions seront disponibles cet été. Ok. Et pour te donner des chiffres sur rétrocompatibilité, on a quand même on a identifié plus de 20 jeux qui, nous, on trouve aujourd'hui pertinents et qui marchent quand même très bien avec Retrofit de notre veste sur
sur ces jeux-là. Existants. Et on a déjà cette bibliothèque-là et sur des choses natives. Donc et cette liste est dispo ou va être dispo sur votre site, par exemple? Oui, ça va être dispo. Okay. Sur les Kickstarter, sur le page Kickstarter, sur les sites, ça sera dispo. D'accord. Et donc, votre page Kickstarter, elle se lance du coup en 22 mars, si j'ai bien retenu ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous pouvez en dévoiler des choses de ce qu'on va trouver dedans, ou vous attendez le 22 pour faire le lancement en fanfare? Non, après, il y a donc principalement tout le... ça sera la veste avec une petite différenciation des prix en fonction de Early Birds pour encourager les gens de vous soutenir, évidemment. De soutenir au plus tôt. Et on se concentre sur ça. C'est-à-dire qu'on a la veste avec licence d'utilisation et c'est ça notre objectif. Et vous pouvez nous donner une idée de tarifs ou On est entre 450 et 700 euros pour le premier pack. Pour le premier pack et en tout cas notre travail d'industrialisation qui est en cours. Normalement, ce prix du marché, on va rester dans cette fourchette. D'accord, en prix de marché, on va rester là-dedans. Oui, mais après, c'est le prix de marché de ce que j'ai pu voir, il me semble. Hein. Chez vos concurrents, on est à peu près au même tarif. C'est pas plus cher. Ouais, ça c'est important. Après, et surtout que vous allez apporter une différence forte avec du coup ce pilotage très fin et en espérant que du coup ça va s'intégrer dans les nouveaux gros jeux. Aujourd'hui, en termes de compatibilité matérielle, on est plutôt axé sur du PCVR. Ouais. Et vous êtes en train de travailler sur toute la release pour de l'autonome. Et ok. Là, il y a encore des travaux, recherche, business, développement. Oui, ça c'est. Il y a encore de l'exploration, mais dessus, aujourd'hui, c'est compatible avec tout casque PCVR. Par contre, en tout cas, la veste, elle sera alimentée sur une batterie et sans fil. Donc, communication sans fil sous la veste du Kickstarter. Ouais. Donc on est donc il y a la veste, la batterie qui est collée à la veste, donc on n'a pas besoin de se brancher au PC ou au casque ou. C'est possible. Il y a un câble USB qui est possible. Par exemple, si on utilise un backpack, on n'a pas forcément besoin du PC du sans fil et on met le câble directement sur le backpack et ça marche aussi. Parce que la veste est vue comme une carte son. Ouais. En fait, notre solution permet de gérer la carte son de la veste indépendamment du système. De sorte à pas non plus dénaturer le système actuel, hein, c'était pas le but. Et on prépare un petit dongle Wi-Fi qui permettra justement la communication sans fil. Ok, super. Du coup, c'est quand même plus simple. Donc en fait, quand on va utiliser votre veste, il n'y a pas de câble. Aucun à brancher au préalable. Je mets ma veste, je mets mon casque et je peux faire de la VR. Ça, c'est cool, parce que moi, j'en ai essayé des trucs où il faut brancher 4 câbles entre les deux, c'est une espèce d'enfer. Voilà. Et j'ai pas besoin de mettre un casque audio. Et ça, c'est aussi une grosse force de ce que vous faites. J'ai pas besoin d'avoir un casque audio qui est branché à mon casque VR, puisque c'est géré de manière complètement indépendante par le système. Oui, c'est ça. En soi, la veste, elle pourrait être utilisée dans un cadre en VR. Oui, après, ça c'est ouvert après. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas directement lié au système de VR. Oui, et peut-être juste pour mentionner, parce que nous, on a parlé de ça un petit peu, le fait que c'est une veste, on a choisi de partir sur une veste. Par contre, nous, on a tout l'hardware qui est intégré dans la veste, donc électronique de contrôle et les actionnaires. Nous, on les donne, on les vend en mode dev kit pour les gens qui ont imaginé une application différente que la veste. Et ça, c'est disponible. Ça, c'est quelque chose que ça nous permet d'adresser toutes les autres applications pour les gens qui ont envie d'avoir quelque chose de différent avec cette techno-là. Donc ça, c'est aussi dispo et c'est quelque chose qui est dans les cartons dans nos bureaux, prêt à être envoyé avec tout un support derrière de notre côté pour arriver à élargir l'application de notre techno pour des applications pour la réalité virtuelle et encore. Et c'est typiquement ce genre de kit que vous avez utilisé pour faire des pistolets de peinture avec Light & Shadow, par exemple. C'est ça. Ouais.
Sur des intégrations fauteuil aussi, fauteuil cinéma, fauteuil voiture, des choses comme ça. Et ça, c'est un truc que moi je trouve très intéressant en fait dans votre approche de l'aptique, c'est de dire ok, on n'est pas que sur de la veste, on n'est pas que sur autre chose, on est aussi et avant tout, bah voilà, on est dans la techno entre le hardware et le soft qui permet de rendre aptique pas mal de choses. Voilà, on peut imaginer des props type des raquettes pour des jeux, on peut imaginer voilà. Et est-ce que vous êtes enfin, on en reparlera plus hors antenne, mais voilà, il y a des gens qui travaillent sur des systèmes de pistolets haptiques. Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que il y a des collaborations en cours avec des acteurs du marché français aussi. Ok, cool, super cool. Ouais. Pas trop dire. Non, mais oui, il y a ça m'aurait étonné que ça ne se fasse pas. Non, mais c'est bien parce qu'en plus ça vous ouvre quand même pas mal de marchés aussi parce que la veste c'est une niche, c'est un bel étendard de votre techno. Et en même temps, bah voilà, vous assurez aussi avec ça de pouvoir développer d'autres produits et d'explorer aussi d'autres manières de faire l'aptique. Parce que je trouve ça vachement intéressant dans votre approche parce que moi je vois beaucoup de sociétés qui ont une approche, ok, l'aptique c'est la veste ou l'aptique c'est les gants. Et bah, c'est plus ou moins complexe, c'est plus ou moins compliqué à utiliser en VR aussi parce que pour les utilisateurs ça fait quand même beaucoup. Si je dois demain pour faire de la VR mettre ma veste, mettre mes gants, mettre mon casque, je commence à lâcher l'affaire parce que ça commence à faire beaucoup quoi. Pour convaincre la personne qui par exemple faisait du gaming assis dans son fauteuil comme ça avec la manette sur les genoux, lui il va trouver que bon là ça commence à faire beaucoup. Voilà, mais en fait de se tourner aussi typiquement pour essayer de travailler avec les constructeurs sur leur système de vibration en interne pour faire un truc plus fin, ça c'est vachement intéressant. Voilà, créer des props, moi je pense qu'il y a un monde, en tout cas dans le professionnel, il y a un champ de possibilités qui est juste gigantesque. Et le travail que vous avez fait sur les pistolets de peinture est assez symptomatique de ça. En fait, grâce à ça, on a une immersion qui est beaucoup plus forte, on a un geste technique qui est beaucoup plus fin, et donc du coup, on a une augmentation qui est bien plus importante, et une immersion et un geste qui est plus naturel pour le... C'est l'intérêt pour le training, parce qu'in fine, ça vient donner des marqueurs temporels, des notifications qui vont en fait conditionner le geste, la manœuvre à faire. Et ouais, pour tout ce qui est entraînement professionnel, ça a clairement du sens. Déjà, d'une part, la VR en soi-même, ça permet de, je pense, réduire les risques pour certaines applications, type pompier par exemple, mais aussi vraiment de donner des premières bribes de comportement à avoir, même si il y a un delta entre le réel et le virtuel. C'est normal, mais c'est un premier apprentissage déjà pour donner le contexte. Et là, avec l'aptique, c'est tout aussi pertinent parce qu'on peut imaginer des déplacements dans des endroits un peu confinés, et en fait par la veste on sait que là on rentre en contact avec quelque chose de dangereux, donc ça va nous dire en fait à ces endroits-là de faire attention, des choses comme ça. Il y a toute une notion aussi d'aptique, de propre passif pour la réalité virtuelle qui est aujourd'hui aussi un truc en soi, parce que les gens parfois ils vont soit on peut prendre des gants haptiques avec un retour d'effort et simuler un objet, soit pour l'expérience on peut avoir quelque chose physique qu'on tient dans la main avec un tracker, et donc ça nous on considère que c'est l'aptique passif, mais nous en ajoutant des actionnaires intérieurs, c'est tout à fait l'exemple de Light and Shadow, notre expérience avec Light and Shadow pour la peinture, où on a un objet physique, par contre avec l'aptique on ajoute un aspect immersion encore plus poussé. Et pour le coup, sur du training, d'avoir comme ça les vrais objets des gens qui vont avoir à la fin dans leur quotidien. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est pas plus complexe à mettre en œuvre d'un point de vue encadrement de ta session de formation que de le faire avec des contrôleurs classiques. Et par contre, on a un gain, c'est ce que tu disais, qui est énorme en termes d'immersion et de précision dans le geste. Ouais. Voilà. Alors que et ça, c'est le truc qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est pas plus compliqué que de mettre la manette dans les mains, et c'est même probablement plus simple. Si je prends l'exemple du pistolet de peinture, tu prends un peintre, un carrossier, tu lui donnes un contrôleur, le contrôleur il le connaît pas, tu lui donnes son petit pistolet de peinture, ça il sait utiliser. Et donc il n'y a pas d'apprentissage de la VR, il y a à faire directement. Et là je trouve qu'on a des raccourcis qui sont intéressants, et où on va arriver avec de la finesse pour lui qui va être importante, parce que souvent ce qu'on nous dit dans les métiers, dans les métiers qui vont utiliser des props, c'est il y a un moment il faut du toucher. Et pour le coup le côté haptique,
même si on n'est pas parfait sur le réel et en même temps c'est pas l'objectif. Sinon déjà on va se retrouver avec des simulateurs qui coûtent une blinde. On en a des simulateurs qui sont parfaits. C'est typiquement un simulateur de 320 ou 380. Ouais, ça fait exactement le comportement de l'avion. Par contre, c'est pas anodin, quoi. Et en déploiement massif, c'est pas ça. Et moi, je pense que l'haptique est un bon ajout quand il est conçu intelligemment, parce que ça peut être très gadget et du coup, c'est gadget, quoi. On s'en passe. Ça peut avoir l'effet contraire que l'intention initiale. Vouloir, en faisant mal les choses avec l'aptique, ça peut venir dénaturer l'expérience. Oui, éjecter les gens, en fait. Parce qu'il y a une dissonance trop grande entre ce que je ressens et ce que je suis en train de faire. C'est ça. Surcharge C'est ça. Mais par contre, à l'inverse, si c'est bien fait, ça va fluidifier l'expérience, augmenter l'immersion, augmenter la rétention d'informations. Puis si on est dans du gaming, c'est aussi assez fun de ressentir ce qui est en train de se passer autour. Eh ben, messieurs, il est 13h05. Je vous propose qu'on en reste par là. Je vois une dernière grande question que je vais vous donner. Il faut juste que je remonte dans le chat parce que j'arrive pas à la lire. C'est monsieur... ça, c'est moi qui me fais troller. Si, petite question, ça je l'avais aussi en tête. L'autonomie de la veste, on est sur combien de temps à peu près 8 heures, 8 à 10 heures. 8 à 10 heures en fonction de nombre de effets haptiques oui, évidemment. utilisés. Donc oui, par contre, l'autonomie, c'est entre 8 à 10 heures d'autonomie par... Sur une utilisation standard, quoi. Voilà. Bon, c'est une belle autonomie, plus que certains contrôleurs. Alors, on nous demande pourquoi ne pas développer des bracelets haptiques pour offrir un retour de force pour tous les chocs que l'on donne ou reçoit. Une veste, est-ce que la veste peut donner des sensations à ce niveau-là? Et après, on nous dit que c'est peut-être un côté moins onéreux à produire qu'un espèce de bracelet qui ferait l'impact en jeu, je sais pas, d'une épée par exemple. Bon, après, c'est envisageable. Tout est envisageable. Mais en tout cas, sur cet aspect, on va se retrouver avec je dirais, limites physiques d'actionnaires. Parce que nous, on s'attend, comme on joue au tennis, on réalise pas des efforts et des accélérations qu'on génère. Et pour avoir même sensation dans un contrôleur, on a besoin une masse qui se déplace. Donc, c'est-à-dire que cette bracelet, si on pense réellement, ça va être quelque chose d'énorme, potentiellement avec un actionnaire qui est très grand et qui a aussi des limites techniques, consommation de courant, etc. Donc, on va pas se retrouver avec quelque chose que nous, on a tous en tête. Un petit bracelet qui nous fait qui fait la taille de la montre, quoi. Bouger les bras sans donc c'est un peu l'imagination de gens aussi. Et par contre, c'est pas la réalité technique. C'est un peu aussi pourquoi on se retrouve avec les gants aujourd'hui avec de petits actionnaires au bout de nos doigts qui font parce que là, on peut pas. En tout cas, les gens qui vont concevoir ce dispositif, ils vont imaginer vraiment quelque chose petit ou non existant. Par contre, la physique derrière, pour avoir une vibration pertinente, est pas forcément là. C'est pour ça que nos actionnaires, ils ont certaines tailles. Et pour les miniaturiser, on se retrouve avec vraiment des limites physiques de notre monde, je veux dire, comme ça. Donc, bracelet, tout à fait possible. Après, la taille et la forme, ça dépend des attentes que vous avez derrière. Non, mais voilà, c'était une bonne question. C'est en moi avec une batterie intégrée. D'accord. Oui, lui, il parlait quasiment d'un brassard. Ouais, d'un tout l'avant-bras avec la batterie. Ouais, mais ça, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça, nous, on encourage les gens qui s'intéressent à nous contacter pour en parler de leur application, leur volonté. Parce qu'on a, comme je vous avais dit, on a mis tout notre par côté hardware disponible à d'envoyer même demain, notamment pour les gens qui disent veste, c'est pas forcément mon truc, mais moi j'ai des autres choses. Je voudrais essayer autre chose. Et ça, au niveau, je dirais, la mise en place, c'est vraiment la même chose. On branche un USB dans notre carte et elle est vue côté PC. Après, on peut faire quelques straps et on a déjà notre premier prototype. C'est-à-dire qu'en bout de 3 heures, on peut faire notre prototype haptique
Et après, la reste, c'est le développement d'expérience. Donc, côté hardware, c'est vraiment pensé rapide, plug and play, clairement. Et donc, pour vous contacter par votre site web, ouais, contact@electronica.com sur notre site web. Sur LinkedIn, tout ça, voilà, tout fonctionne. Tout fonctionne. Eh ben, super. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci, vous êtes prêtés à l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Vous revenez quand vous voulez. J'espère, voilà, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour le Kickstarter. Je suis sûr que ça va bien se passer. En tout cas, c'est tout le malheur qu'on vous souhaite. C'est bonnes problématiques. Voilà, voilà. Après, on a d'autres problèmes, mais faut les gérer aussi. Et on appelle ça les problèmes de Richter. Voilà. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir été nombreux sur ce live là pour ma reprise. J'ai bien noté à Galdiane quand est-ce que je reviens. Je vais essayer de relancer un planning plus cohérent, mais sur les jeudis. Voilà, entre les mercredis et les jeudis midi, sur l'horaire, voilà, un midi 30, 13h30, quelque chose comme ça. Je suis en train de taffer le truc. En tout cas, voilà, les grosses infos à retenir. Si vous voulez essayer le matos d'Actronica, ils sont présents à Virtuality, c'est gratuit, c'est dans 2 semaines. Non, c'est la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à passer, moi je serai aussi sur stand là-bas, donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un coucou. Derrière, ça sera le Laval Virtual, donc là plutôt en avril, ouais, mi-avril, plutôt professionnel, mais voilà, Actronica, vous y serez aussi sur le stand. Et puis bah, nous on se revoit. Peut-être pas la semaine prochaine, parce que c'est Virtuality encore qu'on essaiera de faire un petit truc autour de ça. J'essaie de remonter un vrai planning de live pour dans 2 et 3 semaines. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir été nombreux aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Ciao!